Bonjour à tous pour cette troisième table ronde en direct du Salon international de l'agriculture sur le stand du Var. Troisième table ronde qui clôture un cycle de table ronde qui est une nouveauté pour le département du Var avec un thème central qui est celui de la vocation et des métiers agricoles. Donc plusieurs problématiques seront abordées aujourd'hui avec 5 intervenants varois expérimentés et qui pourront aborder l'ensemble des questions sur la, la vocation, sur les métiers agricoles. Question centrale, je le disais, puisqu'on va parler du renouvellement des générations, de l'attractivité des métiers, comment bien produire, mieux produire, mais pas seulement. Ça fait partie des innovations et des mutations que l'enseignement agricole doit aussi aborder. Parce que être agriculteur, ce n'est pas seulement bien produire, c'est aussi aujourd'hui une palette de savoir-faire qu'il faut développer. Nous allons donc ensemble aborder l'ensemble de ces thématiques. À cette table ronde, donc permettez-moi de vous présenter l'ensemble des intervenants. Nous avons donc Sylvain Audemars, qui est président de la Chambre d'agriculture du Var, viticulteur en Centre-Var. Toujours dans le Centre-Var, nous avons Yannick Simon, qui est maire de Cabas, mais aussi président de la communauté de communes Cœur du Var, au centre. Nous avons également M. Max Bauer, qui est le président de la coordination rurale PACA et du Var, et qui est horticulteur sur le bassin liégeois. Nous avons Sébastien Perrin, qui est arboriculteur et maraîcher sur la vallée de l'Argence, à Roquebrune-sur-Argent, et qui représente le syndicat la FNSEA. Et enfin, Nicolas Bourgeois, qui est le directeur de l'établissement d'enseignement agricole Agricampus Ayer. Donc, si vous voulez bien, nous allons commencer cette table ronde par un reportage et une note plutôt positive d'un agriculteur qui s'est installé depuis quelques années dans le centre Var, avec une production, on va dire, atypique pour le Var, puisque c'est en production laitière. Et ça va pouvoir nous permettre de lancer le débat et d'interagir sur cette installation avec les avantages, les écueils, les difficultés qu'il rencontre au quotidien. Savoir comment est venue cette vocation. Qu'est-ce qui a suscité cette vocation d'arriver sur de l'élevage et de la laitière? Cette vocation, déjà, elle vient de ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, parce que toutes les deux étaient éleveuses de vaches laitières sur le Luc aussi. C'est vrai que j'ai grandi avec ma grand-mère qui me racontait toutes leurs histoires de l'époque, avec leurs vaches, leurs Montbéliards, c'est aussi des Montbéliards. Elles m'ont vraiment transmis par les souvenirs et leurs anecdotes la passion. Donc vraiment, ma grand-mère, elle y a joué pour beaucoup. Et c'est vrai que je me suis arrêtée quand j'étais en sixième. Je suis passé par plein de métiers différents, ce que je voulais faire quand j'étais petit. En sixième, j'ai vraiment dit, bon ben là, moi, je veux faire les vaches laitières. Et du coup, j'ai fini mon cursus au brevet et je suis passé après au lycée agricole de Gap en bac pro conduite et gestion d'une exploitation agricole. Comment as-tu trouvé le parcours de formation? Est-ce qu'il a répondu à toutes les problématiques d'installation? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer, des choses auxquelles tu ne t'attendais pas? Sur le parcours au niveau études, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte quand on est dans le cursus scolaire de toutes les problématiques qu'on peut rencontrer. Quand je me suis installée, je me suis aperçu que j'avais pas encore les connaissances, que ce soit les bases vétérinaires. Ça, alors ça c'est bête, on n'en parle pas, mais c'est vrai que je suis arrivé là, bon bah du coup c'est moi qui ai dû faire un peu mes bases vétérinaires tout seul, ou voilà. C'est vrai que, bon, avant d'appeler le veto, parce que sinon on l'appellerait toutes les 5 minutes, ben, la bobologie, il faut qu'on la soigne nous. Donc ça peut passer par une boiterie, par faire une perfusion, donc c'est vrai que tout ça, ben, on n'a pas les connaissances de ça quand on est au lycée. Je pense que ça c'est important d'avoir quand même des petites bases. Je dis pas d'avoir tout un cursus de vétérinaire, mais au moins d'avoir des petites bases. C'est bête, mais la charge mentale qu'on peut avoir, ça on n'en parle pas aussi. Donc on nous dit souvent entre deux conversations, vous êtes sûr de vouloir faire ce métier, c'est quand même dur. Alors vraiment, c'est vraiment plus axé sur la partie laitière, parce que c'est vrai que la partie allaitante, c'est un peu plus flexible au niveau du travail, de l'alimentation, tout ça. Au niveau des heures, elles peuvent varier. Si on nourrit le dimanche à 10 heures, c'est pas très grave. Voilà. Là, les traites, c'est vachement rythmé. C'est les dimanches, les jours de fête, les jours où on est malade.
Ça peut être, voilà, enfin, on est vraiment rythmé par les traites matin et soir. Bon, voilà, c'est le matin 4h30, le soir c'est 6h. On est bercé par ça tout le temps. Là, à l'heure actuelle, il y a pas grand, enfin, il y a une seule personne qui s'est traire dans mon entourage. J'ai eu le Covid, j'ai eu la grippe, des entorses. J'ai dû traire. Il n'y avait pas de malade possible. Donc c'est vrai que ça, gérer l'administration, gérer le suivi du troupeau, gérer les cultures, gérer la vente, gérer la production, les livraisons. Tout ça, c'est un aspect où franchement, sur du long terme, on s'en aperçoit pas, mais c'est quand même une grosse charge mentale. On parle souvent des normes, du carcan administratif. Tu l'imaginais aussi important dans ton quotidien, le quotidien d'exploitation? Alors, dans la mesure où je faisais des produits, enfin, je me suis engagé à faire des produits laitiers, je savais que les normes étaient quand même assez intenses. Ça, je le savais. Maintenant, il y a des normes que je dis pas que je les trouve injustifiées, parce que c'est normal d'avoir un suivi, que ce soit sur le troupeau, sur la transformation laitière, sur voilà, cette charge administrative, ces normes administratives, je pense qu'elles sont normales. Là où je trouve que c'est pas normal, c'est que nous en France, on est sujet à beaucoup plus de normes que par exemple l'Europe. Et ça, je trouve que c'est pas juste. C'est ça que je trouve pas juste. Si l'Europe faisait pareil que nous, tout ça, bon, je dirais ok, on est tous sur le même pied d'égalité, mais là en fait, c'est pas équitable. Qui remplit toutes les formulaires de demande d'aide, de mesures agro-environnementales? Qui t'aide sur ça? Sur tout ce qui est dossier, que ce soit Ouais, pour les aides, que ce soit tout ça, je m'appuie sur la chambre. d'accord. Ouais, je m'appuie sur la chambre, service élevage. Donc ils m'aident, toujours de bons conseils. Puis bon, c'est vrai qu'on n'a pas la science infuse, donc les dossiers comme ça, c'est long. Si on coche pas une case, pas la bonne case ou quoi, ben, de suite on se fait exclure des aides. Heureusement que la chambre est là. C'est vrai qu'on a un appui technique et c'est vrai que ce serait dommage de ne pas s'en servir, quoi. Comment mieux commercialiser, comment mieux vendre, comment mieux se faire connaître? Moi, j'ai fait le choix de ne pas ouvrir à la ferme, de ne pas faire de vente à la vente parce que j'habite sur la ferme. Et c'est vrai que vu que je suis une production plutôt atypique dans le secteur, c'est vrai que je sais que c'est propice beaucoup aux gens qui viennent voir la ferme et j'ai pas le temps. Là, à l'heure actuelle, je suis tout seul sur la ferme. J'ai pas le temps de m'investir à faire un peu de la pédagogie. J'aimerais bien le faire, mais pour l'instant, je peux pas le faire. Des communes qui vont travailler sur la restauration scolaire pour mieux manger dans les écoles, que tu as des commandes de la sphère publique pour tes productions? Les communes, c'est vrai qu'elles jouent le jeu. Ça y est, bon, de toute façon, il y a une loi qui est passée, donc elles sont obligées de jouer le jeu, mais dans un aspect général, je trouve qu'elles jouent le jeu. Là, moi, je suis approché par une centrale de restauration pour les cantines, justement. Donc là, à l'heure actuelle, je livre toutes les cantines du Luc. J'ai même à la vente, il y en a qui viennent, qui me disent ben, mon fils, il a goûté à la cantine vos yaourts, il demande que vos yaourts maintenant, je peux plus acheter un Danone. C'est des remarques qui me font super plaisir et voilà, donc c'est cool. Un message ou des messages particuliers à leur adresser? Enfin, lesquels seraient-ils? Les messages que j'ai à passer à ceux qui veulent s'installer ou se lancer dans le milieu agricole, c'est que déjà je leur conseillerais de voir plein de choses avant, de partir un peu pas à l'aventure, mais ouais, voir plusieurs systèmes, voir vraiment ce qui leur plaît. Donc moi je savais déjà que c'était les vaches laitières. J'ai eu l'opportunité de m'installer ici à la sortie de mon lycée, enfin, du lycée. Donc du coup j'ai saisi l'opportunité. Mais si j'avais, bon là je suis très heureux comme ça, c'est très bien. Mais si j'avais pu partir dans le Jura, voir comment on faisait le comté, partir en Auvergne, voir comment on faisait le Saint-Nectaire, je pense que j'aurais beaucoup vadrouillé, enfin beaucoup, pas beaucoup, mais au moins un an ou deux vadrouillé dans plusieurs exploitations pour vraiment m'imprégner de plusieurs systèmes, plusieurs façons de faire, plusieurs modes de fonctionnement pour vraiment et acquérir quand même de l'expérience. Mais je leur dirais de ne pas lâcher, de s'entourer des bonnes personnes, de la chambre, que ce soit à la chambre, la SAFER, ça reste quand même voilà, des gens à qui il faut bien s'entourer, même les connaissances du lycée, de tout ça, il faut voilà, et se nourrir un petit peu de tous ceux qu'on a autour de nous, d'avoir un bon entourage même personnel, la famille, les amis. Je vois moi, si j'en suis ici, c'est grâce aussi beaucoup à mes parents, à ma sœur, voilà, parce qu'ils m'ont soutenu, ils m'ont pas lâché. Et c'est vrai que c'est long, ça peut être long, mais c'est vrai qu'il ne faut pas lâcher. C'est vraiment très prenant, c'est un rythme à tenir. Enfin, il faut quand même assembler vie perso et vie pro. C'est quand même un rythme qui, quand nous on le vit passionné comme on est, ça peut être dur, c'est montagne russe. Il y a des moments, moi je le dis souvent, la ferme elle me tire autant vers le haut que vers le bas. Parce qu'il y a des moments où il y a des sales périodes, on travaille avec du vivant. Et ben voilà, il y a des pertes. Il y a des moments où je dois euthanasier des vaches. Il y a des moments où j'en perds parce que ben, c'est comme ça. J'arrive le matin, il y en a une qui fait une crise cardiaque. Il y a des voilà, pendant un an il se passe rien où ça va. Puis pendant 3 mois, ben c'est la descente. On se lève le matin, on n'a pas envie. Comme des moments où en fait ça monte et là en fait ben j'ai l'impression que je suis sur le toit du monde où je me dis bah, je suis le plus heureux du monde, je fais ce que j'aime et pour rien au monde je changerai de boulot et j'ai jamais eu de meilleur boulot quoi. Faut pas s'oublier, ça c'est important. Moi ce qui me nourrit à la ferme c'est que bah, j'apprends toujours.
tout le temps, il y a toujours un truc à apprendre. Ça arrive d'avoir des mauvaises périodes. Là où on a été attaqué par la FCO, j'ai perdu 4 veaux, une vache, j'ai eu une attaque de loup il y a 3 semaines. Ça m'apprend, voilà, la FCO, j'apprends. C'est quelque chose que voilà, je sais que si ça arrive cette année, j'apprends. C'est plein de choses où on est tout le temps en train d'apprendre sur le métier. Comme la transformation laitière, je m'éclate parce que il y a des aléas, il y a des problèmes, parce que c'est la transformation laitière. Des fois, le lait, un petit couac à un endroit où je le saurai pour la prochaine fois. Mais je me régale parce que chaque année, je mets un nouveau produit. Voilà, là, cette année, j'aimerais bien faire de la feta. J'ai libre accès. Les vaches, pareil, je m'éclate en génétique. J'aime bien les concours, je fais des concours. J'essaye de. Il y a toujours matière à apprendre, toujours matière à c'est bien d'avoir plein de projets. Enfin, on peut pas s'ennuyer, quoi. Donc ça, c'est chouette, ça. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette. On a vraiment senti sa vocation dans l'élevage et la laitière. Et voilà, je lui fais un message particulier. Je le remercie de son accueil. On va continuer justement sur les jeunes agriculteurs et l'offre d'enseignement. Et je vais poser une question à Nicolas Bourgeois, qui est donc le directeur d'AgriCampus hier, et pour nous parler de la manière dont le métier a évolué et comment l'offre d'enseignement agricole s'est adaptée à cette évolution du métier. Quel est le regard que vous pouvez apporter sur ces changements? Je sais que vous avez eu dans votre expérience la chance de diriger d'autres et plusieurs établissements à travers la France. Donc voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui a évolué? Qu'est-ce qui a changé? Et comment cette offre d'enseignement s'est adaptée, qu'elle soit en formation initiale ou continue? Bonjour, donc merci de la question. Effectivement, aujourd'hui, on est dans vraiment une mutation des métiers et l'agriculture fait partie de ces métiers dans lesquels la mutation est une des plus importantes aujourd'hui. Il faut faire face à de nombreux aléas et comme on a vu pour le reportage, c'est pas si simple que ça de reprendre une exploitation avec le bagage technique qu'on a avec les formations. Donc il faut qu'on s'adapte aujourd'hui pour apporter toutes les solutions et apporter de l'innovation dans les formations. Et puis attirer les jeunes pour pouvoir faire cet renouvellement de génération dans l'agriculture. C'est un sujet extrêmement important pour le ministère de l'Agriculture et on essaye de contribuer à l'attractivité de ces métiers qui évoluent, qui est assez innovant, qui a un temps d'avance. On sait que l'agriculture a toujours un temps d'avance pour intégrer aussi la technologie, pour aider à travailler, à améliorer la production. Et puis, le métier cœur, c'est créer de la production alimentaire. L'agriculture, on est là pour ça, pour alimenter. Et c'est un sujet de société important aujourd'hui, notamment aussi dans le Var, territoire agricole. Dites-nous, est-ce qu'il y a un profil de l'étudiant au métier agricole? Est-ce que c'est toujours des élèves, des étudiants qui sont issus du milieu agricole? Alors, depuis les années 90, malheureusement, on a de moins en moins de jeunes issus du milieu agricole. Bien sûr, la population agricole diminue aussi, donc nous avons de moins en moins de jeunes issus de ces familles-là, et on a un changement de profil qui arrive, c'est-à-dire davantage de jeunes non issus du milieu agricole et qui s'intéressent à ce métier qui, pour eux, a du sens. Donc, on essaye de compenser la population arrivante. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, ça nous met aussi en défi dans l'enseignement de pouvoir accompagner ces jeunes qui ont un profil complètement différent, qui n'ont pas commencé à 8 ou 10 ans sur un tracteur de la famille, qui ont été, on va dire, tutorés de leur jeune âge à découvrir les gestes techniques du métier. Et c'est vrai que nous, on a tout ce défi-là à mettre en place pour accompagner les nouvelles populations. Aujourd'hui, globalement, dans l'établissement, on a 5 à 8% de jeunes issus du milieu agricole. Donc, c'est que oui, voilà, c'est la proportion et c'est un niveau national qu'on retrouve un petit peu partout. Voilà. D'accord. Et cause à effet, quels ont été les chantiers que vous avez dû mettre en place pour que ce nouveau public, ce nouveau profil d'étudiants s'approprie ce qu'est aujourd'hui ce métier d'agriculteur et les défis de demain? Parce qu'en fait, il est en permanence en mutation. Oui, et ce qu'il faut voir, c'est que les jeunes qui arrivent, en fait, sont aussi intéressés par les thématiques qui nous inquiètent sur les sujets du dérèglement climatique, voilà, ce qui a un impact, avec tous ces aléas, qui a un impact sur la production.
Ils sont intéressés sur les sujets de l'agro-environnement, l'agroécologie, bien sûr. Ils ont envie de travailler sur ces sujets-là et de pouvoir continuer à se rendre utile, on va dire, pour leur environnement, on va dire pour la planète de façon générale. Donc, ils ont déjà cette fibre-là et ce fibre au rattachement à l'agriculture et à la terre. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de les motiver dans ces thématiques-là. Nos programmes sont orientés justement en fonction de on va dire, ces changements d'environnement climatique, avec les nouvelles techniques, l'approche agroécologique, les contraintes d'utiliser moins de produits phytosanitaires, donc, et de trouver des solutions, leur dire qu'il y a des possibilités, mais qu'il va falloir monter en compétences techniques, puisque vous savez très bien qu'aujourd'hui, pour être, comme on l'a vu dans le reportage, pour faire face à tous les niveaux techniques, les défis à relever, mais il faut monter en compétences techniques, donc avoir des diplômes de plus en plus pointus pour faire face à tout cela. Il y a un point qui était intéressant dans le reportage avec Adrien, c'était la question de la communication. Et se faire connaître, parce qu'après tout, on est agriculteur aussi pour avoir un revenu aussi, et ça, pour l'oubli par rapport aux questions d'environnement qui sont essentielles, mais c'est un métier, et c'est un métier voilà, que l'on souhaite qu'il soit rémunérateur pour ceux qui le produisent. Pas de pays, pas de paysans, je me rappelle un ancien slogan. Comment la question de la communication, vous l'abordez pour qu'ils savent mieux vendre leur production, pour qu'ils savent mieux avoir de meilleures relations avec le consommateur, avec des salariés? Comment vous abordez toutes ces questions-là de management, de communication intermanagériale, mais de communication en externe aussi? Alors sur la communication, c'est un vaste sujet dans un établissement d'enseignement, puisque professionnellement, on n'est pas muni pour pouvoir travailler correctement la communication, donc il faut se professionnaliser. Déjà se professionnaliser pour attirer les jeunes dans l'enseignement et dans l'agriculture. Donc il faut agir déjà pour le sujet de communication extrêmement important en fait. Il faut pouvoir déjà attirer les jeunes pour aller dans l'enseignement agricole. Et ensuite, dans notre travail, dans l'accompagnement des jeunes et de la formation, de savoir comment ils doivent conduire leur exploitation. Alors, pour attirer les jeunes, il y a beaucoup de sujets. Hein. On va parler au-delà. Il y a déjà une démarche ministérielle, hein, puisqu'il y a une communication, une marque qui s'appelle Aventure du Vivant, qui nous permet de faire venir les jeunes dans les établissements. On peut voir au Salon de l'Agriculture justement le camion Aventure du Vivant qui communique et qui à l'intérieur modernise un petit peu l'agriculture en leur donnant aux jeunes l'envie de visiter avec les lunettes 3D, des simulateurs pour montrer que la technicité est présente. Et donc il est positionné sur tous les forums. Au niveau de la région DRAF PACA Sud, région Sud, nous travaillons exactement, attention, voilà. En concurrence Voilà. avec l'Ouest. Nous travaillons également, nous déclinons aussi cette communication avec, on est aussi équipé pour pouvoir attirer les jeunes avec du matériel spécifique. On a un minibus pour ça, pour se déplacer dans les collèges, et on fait aussi des actions au niveau académique, des CIO, pour parler des formations agricoles. Donc déjà, attirer les jeunes dans les formations. On travaille sur les parcours d'excellence. Voilà, meilleur apprenti de France, les WorldSkills. On va participer prochainement à Marseille. Il y aura un événement en octobre 2025. Donc, on fait participer les jeunes pour qu'ils puissent parler de leur métier et montrer l'excellence. Et puis, on intervient dans nombreux établissements. On cultive le réseau des anciens élèves pour qu'ils puissent parler aussi aux jeunes et les attirer. Et puis après, la multiplicité, quand on fait ça, il faut pouvoir s'appuyer sur tous les outils de communication pour attirer les jeunes. Ça, c'est un premier point. On peut travailler avec le conseil départemental qui pilote les collèges. Je sais qu'il pilote les collèges. Et il faut savoir que dans les classes de 4e et de 3e, il y a un module d'orientation de 54 heures par an pour des élèves de 4e et de 3e. Donc, il suffirait que le conseil départemental accompagne les collèges en disant laissez 4 heures d'orientation sur les 54 pour l'agriculture, et nous, on est prêt à intervenir pour attirer les jeunes dans les métiers agricoles. Ça, c'est extrêmement important parce que voilà, il y a un point d'appui possible. Et puis, on a parlé, j'ai entendu le président annoncer une fête de l'agriculture et des producteurs au mois de mai. C'est vraiment ce qu'il faut faire pour toucher le grand public. Voilà. Ce qu'il faut savoir dans les métiers de l'agriculture, si on retient 3 critères essentiels pour les jeunes, c'est avoir des métiers qui ont du sens,
pour qu'ils viennent dans les métiers d'agriculture, avoir du sens, qu'ils soient correctement rémunérés, on en parlait tout à l'heure, et puis qu'il y ait un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et ça, ce sont des atouts qu'il faut apporter à l'agriculture de demain, si on veut se projeter, puisque nous, on forme les agriculteurs de demain. Et donc ça, c'est important. Et je pense qu'il faut compter sur l'innovation technologique et technique pour rendre les métiers agricoles accessibles à ces jeunes, montrer que c'est possible et d'en vivre et que techniquement, que ce soit économiquement efficient. Voilà. Donc vraiment faire une réelle transition technologique pour montrer aux jeunes que voilà, les métiers sont aujourd'hui, les métiers agricoles sont possibles et accessibles pour tous. Voilà, il faut oser l'intelligence artificielle pour les prises de décision, comme on voit en médecine. Il faut oser aller vers les serres connectées, utiliser les drones. Enfin voilà, quelque chose qui est un peu plus attractif, qui parle aussi à cette nouvelle génération. Et puis aller de l'avant en parlant de ça. Après, pour parler de la communication dans nos formations auprès des publics qu'on a, et pour seulement l'installation, eh bien, c'est vrai que c'est des modules qui sont dans les formations qui sont prévus pour les inciter à aller vers des ventes de produits pour de savoir gérer une exploitation. Et c'est la difficulté d'un jeune quand il s'installe, c'est qu'il a une approche technique de l'exploitation. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on forme des chefs d'entreprise agricoles et moins des exploitants agricoles. Et c'est vrai que les jeunes qui arrivent sont toujours intéressés par l'approche de production, de l'approche technique. Et voilà, ils ne voient pas toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans une gestion d'entreprise, parce que c'est vraiment une gestion d'entreprise agricole. Et souvent, ils sont seuls, hein, ou alors ils sont un ou deux salariés ou quelques apprentis avec eux. Et c'est vrai que ce n'est pas si simple que ça de faire face aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Donc nous, on leur apprend, mais il faut monter en compétences tous les ans, à chaque fois dans les diplômes. Le jeune qu'on a vu a un bac professionnel. Avec un bac pro, c'est un outil un peu juste pour faire face aux difficultés. Il a un bagage technique intéressant, mais après, pour une gestion d'entreprise telle qu'il veut la développer, eh bien, il faut qu'il monte encore en compétences. On a des modules de formation, bien sûr, en formation continue, mais c'est des choses qu'on doit travailler avec eux, effectivement. Il parlait de la charge mentale qu'il devait absorber en fait, au fur et à mesure des années. Comment avoir un revenu décent, comment me diversifier, faire les bons choix. Est-ce que je fais de l'accueil à la ferme? Est-ce que je fais plutôt les marchés? Comment je remplis l'ensemble des documents pour avoir des subventions, le bien-être de mes animaux. Et c'est vrai, vous avez raison, ils sont, en tout cas pour Adrien, très soucieux du bien-être animal. En fait, toute la question environnementale, je trouve, est très très bien intégrée. Et en fait, aujourd'hui, la formation, en tout cas l'appréhension de la gestion entrepreneuriale et du coup la charge mentale, parce qu'on est seul, est un peu moins abordée. Est-ce que ce sont des choses que vous avez commencé à intégrer, ce volet peut-être plus psychologique? Effectivement, ce ne sont pas des sujets qu'on voit quand on fait des formations directement dans les formations initiales, hein, pour ne pas non plus trop stresser ou inquiéter quand même les jeunes dans l'installation, parce que si on leur parle de charge mentale importante, effectivement, ça peut être un frein pour les projets. Ce qu'il faut qu'ils puissent faire, c'est surtout de s'organiser, d'anticiper les difficultés. Voilà, l'imprévu arrive chaque jour. Et donc, je pense qu'il apprend aussi son métier, on va dire, entre guillemets, sur le tas quand il voit les difficultés arriver. Et c'est vrai que c'est assez pouvoir anticiper lorsqu'il a un peu de temps. Voilà, se projeter pour anticiper les choses et les risques qu'il peut avoir. Effectivement, et c'est vrai que ça diminue, c'est une question d'organisation. Et ça, on leur apprend. Mais quand ils viennent en formation dans les établissements, ce n'est pas ce qu'ils retiennent en premier, hein. Ce qu'ils retiennent, c'est de pouvoir lancer la technicité, la production, c'est ce qui les intéresse. Et c'est normal, c'est leur cœur de métier. Mais tous les aléas, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, ben, on leur en parle, on leur donne des outils, mais ils ne arrivent pas à se projeter quand ils veulent se lancer. C'est quand ils arrivent vraiment sur la réalité des choses qu'ils prennent conscience de ce qu'on leur a dit auparavant. Donc après, il faut qu'ils reviennent nous revoir. Mais c'est un sujet qu'on va retravailler avec les équipes parce que ça nous intéresse exactement pour comment accompagner avec les agriculteurs sur ce sujet-là, parce que ce n'est pas si simple que ça à mener. De toute façon, je crois qu'avec la Chambre d'agriculture, il y a des accompagnements et des conseils qui sont réalisés. Donc, il faut faire confiance aussi aux professionnels pour
pour aider. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'agriculture, ça a toujours été un métier de solidarité. Et donc, quand un collègue est en difficulté, eh bien, voilà, je sais qu'on peut compter, Vous avez pour raison. avoir fait tous les territoires. On peut compter sur ses amis agriculteurs pour faire face aux difficultés. En tout cas, merci beaucoup de votre témoignage et vous avez parlé de la Chambre d'agriculture. Je vais donner la parole à Sylvain Audemars. Merci d'être avec nous. Première question, on parle voilà, du métier agricole. Parlez-nous des agriculteurs varois aujourd'hui, le profil, quelques chiffres, très rapidement, hein, pour aborder plus précisément la question de votre rôle en tant que Chambre d'agriculture dans l'installation ou l'aide ou l'accompagnement à l'exploitation. Ouais. Bonjour, merci pour cette table ronde très très importante sur l'agriculture et le renouvellement de génération en agriculture. Dans l'agriculture du Var, c'est 3500 exploitants agricoles, 12 000 salariés agricoles. C'est environ 500 millions d'euros de production brute et c'est 1 milliard de production vendue. Donc vous voyez, voilà, il y a de la plus-value sur notre territoire qui est faite par les agriculteurs et les intermédiaires. Il y a des agricultures sur notre département, puisqu'il y a des grosses productions, comme la viticulture ou l'horticulture, la fleur coupée. Et il y a aussi beaucoup de marchés de niche. Donc, du coup, voilà. Donc, d'un côté, des grosses productions, certaines vont à l'export, la fleur coupée, le rosé de Provence, mais d'autres productions qui sur des marchés de niche, en circuit court, sur des produits à haute valeur ajoutée, le miel, la figue, l'olive, bien d'autres. Je vois un jeune producteur de canards et de foie gras du Var, le seul du Var, qui sont deux dans le Var-le-Fer. Et d'ailleurs, un bon exemple d'installation en agriculture hors cadre familial, puisque ses parents ne sont pas issus du monde agricole, et qui est là sur le salon avec nous, et que je crois que un bon exemple, voilà. Rencontrer, et précisément, la Chambre d'agriculture, on parlait de solidarité, c'est vraiment on va dire un collectif, hein, qui sait se fédérer pour accompagner l'ensemble des exploitations dans leur Là, installation comme dans leur quotidien. Quel est aujourd'hui votre rôle pour le public, hein, qui n'est pas au courant de tout ça, notamment avec ce qu'on appelle les jeunes agriculteurs? Comment tout ça fonctionne? Donnez-nous quelques clés de compréhension. la Chambre de culture est un organisme consulaire, au même titre que la Chambre des métiers et la Chambre de commerce. Et donc, on a un point accueil, transmission, ce qu'on appelle. Ça, c'est un guichet unique où tous les jeunes vont ou appellent quand ils ont des projets d'installation, que ce soit en dotation de jeunes agriculteurs pour les JA ou même quand ils ne sont pas JA. Donc, on passe par la Chambre de culture, on se renseigne, on voit les interlocuteurs qu'il faut qu'on aille voir après derrière, et après, on monte un dossier d'installation ou en DJA ou sans DJA. C'est par là qu'on commence à aller. Voilà. C'est le guichet unique, en fait. C'est le guichet unique, c'est la porte d'entrée, elle est là. Voilà. Mais vous aidez à monter des dossiers, au-delà de ça, vous aidez à trouver des subventions, sur des formations. Vous êtes aussi sur ce rôle-là? on est sur ce rôle-là, on est aussi sur un rôle un peu plus politique, où on essaye de faire évoluer les lois dans ce pays. Parce que l'installation en agriculture, c'est le parcours du combattant. Toutes les générations de jeunes agriculteurs le disent, et toutes les générations essayent de faire changer les lois. Malheureusement, dans un pays qui est très, très, très compliqué à faire bouger, à faire évoluer. Et justement, pour pouvoir réussir le renouvellement de génération, puisque 50% des agriculteurs vont partir à la retraite, il faut actuellement 50%? des agriculteurs vont partir à la retraite d'ici 10 ans. Il faut vraiment qu'on accélère sur ça et qu'on ait une vision, un avenir, ce qu'on n'a pas pour l'instant sur notre pays, puisque la politique est instable, la géopolitique est instable aussi, économiquement c'est instable. Et donc du coup, on ne sait pas où on va. Donc il faut absolument qu'on ait une planification, une vision sur le long terme, sur le devenir de l'agriculture de notre pays, pour qu'on puisse avancer. Puis après, il y a la question centrale, c'est le revenu. Si on veut des agriculteurs, il faut qu'ils gagnent de l'argent. C'est le départ. Donc, on parle, je relance la question du revenu. On a des outils, on a vu avec les deux autres tables rondes, hein, la diversification notamment. Comment la Chambre d'agriculture se positionne sur les circuits courts, l'agritourisme, le travail sur le foncier agricole. On est quand même dans le Var, hein, et la question est, si ce n'est centrale, très problématique. Dites-nous. Pour faire de l'agriculture, il faut former des jeunes. Il y a les lycées agricoles, les lycées agricoles qui sont là pour ça. On forme des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Ça, c'est pas un problème de l'âge. Après, il faut du foncier
et de l'eau, parce qu'il n'y aura pas d'agriculture sans eau. Donc, du coup, voilà. Donc, du coup, la Chambre de culture, on a initié un plan de reconquête agricole co-construit avec le préfet du Var. En même temps, on a initié un plan irrigation avec la SCP, le canal de Provence, la région et le département. Donc, du coup, on avance là-dedans et les collectivités, toutes les EPCI, je vois monsieur le maire à côté de moi, c'est vrai que toutes les EPCI sont aussi partie prenante là-dedans, puisqu'on a besoin de l'eau sur les territoires ruraux. Euh, et après, on avance comme ça. Et après, on crée du revenu. Donc, on a essayé, sur la nouvelle mandature de la Chambre de culture, d'axer surtout sur la diversification. Donc, avec l'ancien ministre de l'Agriculture, M. Fesneau, Oui. on a réussi à avoir un plan de résilience des cultures méditerranéennes, où la Chambre de culture vient de faire agréer son plan sur la diversification. Donc, du coup, on va travailler collectivement avec les EPCI, avec le département, la région, pour pouvoir avancer dedans sur la diversification. Excusez-moi. Diversification, il y a plusieurs types de diversification, notamment pour lutter contre le changement climatique, on peut changer de cépage en viticulture, par exemple, aller chercher des cépages résistants à la sécheresse, où il faut moins d'eau, moins de pesticides dessus aussi. On y arrive. Seconde diversification, diversification de culture. Au lieu d'être en monoculture, par exemple, il y a 68% de viticulteurs dans le département du Var, peut-être aller chercher d'autres cultures chez les viticulteurs qui pourraient comme ça rétrocéder leur exploitation et la transmettre. Après, un troisième sujet, on a fait une table ronde, c'est sur l'agritourisme. On est le premier département touristique du pays, on se doit d'avoir une offre C'est tellement d'agritourisme. logique. C'est tellement logique et ça fait du revenu pour les agriculteurs. Voilà. Et après, un dernier type de diversification, c'est sur l'aval, sur la vente. Créer d'autres débouchés, des circuits courts, des points de vente collectifs, des drivers fermiers, travailler avec le département, la région, sur les cantines collectives, sur la loi Egalim, qui n'est pas parfaite, il faut encore faire évoluer cette loi, sur les cantines collectives notamment. Justement, on parlait de la question de cette diversification. L'exploitant, il n'est pas seul, il a besoin de main-d'œuvre. On est dans un département très touristique. Le logement de ces saisonniers, la saisonnalité, c'est un vrai sujet pour vous. C'est aussi quelque chose sur lequel vous avez initié vous avez initié des actions concrètes avec les acteurs publics, avec l'ensemble des filières. C'est l'emploi et le logement des salariés agricoles, ou même pas que agricoles, on va dire, même tous les salariés saisonniers, c'est un gros problème humain et juridique. D'un côté, on a la dette, ancienne expression du travail, et par le Code du travail, qui nous oblige à avoir des logements et des structures pour nos salariés. Mais de l'autre côté, on a le Code rural et le Code de l'urbanisme qui nous l'empêchent. Vous voyez, on est en France, c'est normal. Et voilà. Donc on essaie d'avancer sur ce sujet-là pour pouvoir se mettre tout en marche pour pouvoir avancer. Le préfet est avec nous là-dessus. La DSEA avec la MSA et le préfet à la Chambre de culture, on est en train de monter des dossiers pour essayer d'avancer dans ce sens-là. Donc on est tous ensemble pour avancer, mais on va y arriver parce que c'est une nécessité et une obligation. Voilà. D'accord, je vous en remercie. Vous parlez des acteurs publics. Je vais poser quelques questions à Yannick Simon. Je vous en remercie de vos réponses. Yannick Simon, vous êtes vous aussi viticulteur, donc c'est intéressant. Vous avez un peu une double casquette, mais vous êtes aussi maire de Cabasse et président de la communauté de communes Cœur du Var, donc vraiment au centre de notre département. Et je voudrais vous poser une petite question peut-être un peu personnelle. Comment vous arrivez à concilier tout ça? Quand on parlait de la charge mentale, du temps dédié à l'exploitation, les responsabilités publiques, le poids des normes. L'art de la réussite, c'est savoir s'entourer des meilleurs. C'est pas moi, hein, c'est Kennedy. Non, quand j'ai été élu, déjà, dans un premier temps, je suis arrivé dans le Var par le biais de l'armée et j'ai fait ma reconversion militaire à Agricampus, mais à l'époque, ça s'appelait le CFPPA. On est des purs produits tous les deux du CFPPA de l'époque de hier. Voilà. Non, quand on est élu maire et qu'on est viticulteur, on reste viticulteur. Par contre, je me suis déchargé petit à petit de toutes mes fonctions syndicales, de la j'étais élu chambre d'agriculture, président de la PFA, etc. Tout ça, j'étais obligé de l'arrêter. Et en 2020, quand mes collègues ont décidé que je serais président d'intercommunalité, j'ai transmis 80% de l'exploitation à mon fils. Voilà la réponse. Alors, la réponse, elle est là. Et je participe quand même aux vendanges. C'est mon mois de travail. Parce que
On vendange la nuit. Donc ça me permet d'aller la nuit sur la machine à vendanger et le jour au bureau. Ça dure qu'un mois, hein, sinon ce ne serait pas tenable très longtemps. Voilà. On se débrouille. De toute façon, tout le monde s'adapte hein, quand Oui. on est élu. Hein. On s'adapte à notre métier, hein, c'est normal. Merci. Justement, élu, comment la communauté de communes Cœur du Var, qui est l'échelon administratif institutionnel qui a la compétence développement économique, vous abordez cette question d'appui à l'activité agricole qui est, je le crois, majoritaire en termes Oui. de tissu économique sur ce territoire? Alors, sur notre territoire, on a un territoire rural. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la ruralité. C'est-à-dire que même la conurbation la plus importante, qui est la conurbation Le Luc-Le Canet, c'est 15 000 habitants, mais ça reste un territoire rural. Donc l'intégration de l'agriculture, c'est une intégration dans l'économie locale. C'est même prédominant. Les chiffres ont été donnés par le président. C'est des millions d'euros de chiffre d'affaires. On parle des coopératives, on parle de toutes les productions. On est relativement centré sur la viticulture, mais on cherche à se développer et aller dans autre chose, par le biais tout simplement par le biais du plan alimentaire territorial, par exemple. Ça, c'est vraiment un sujet. C'est pour moi, président, le sujet. Alors, je ne dis pas ça parce que je suis agriculteur, mais c'est un sujet majeur de territoire. C'est très important. Il faut qu'on redevienne plus ou moins indépendant dans nos ressources, dans notre alimentation. Presque une question de souveraineté. Quasiment. C'est-à-dire qu'il faut, et ça va en plus dans l'air du temps, c'est-à-dire qu'il faudra qu'à un moment donné, dans notre projet de territoire, on soit capable de nous fournir, notamment dans un premier temps, dans les cantines collectives, les produits locaux. Alors Adrien, c'est parfait, c'est un Lucquois, il a eu il y a un mois l'étoile de l'économie de Cœur du Var. Donc vous voyez que ça Vous quand avez même, ça, aussi des initiatives de on a communication. de communication, on l'a mis en avant. C'est un tout. C'est un tout. Moi, c'est un projet d'intégration territoriale sur le fait que l'agriculture qui était déjà présente devra se transformer et devra aller sur l'installation, sur toutes les aides possibles. Et ça, les collectivités locales, alors collectivités locales, mairies, EPCI, départements, régions, tout le monde doit travailler ensemble pour arriver à ça. Donc C'est c'est vital. aider dans l'installation, aider Oui. dans la production, mais aussi dans les débouchés. Oui. Être consommateur des produits dans les restaurants scolaires, dans les Tout à fait. centres de Mais loisirs. c'est une nouvelle doxa, c'est-à-dire qu'on va passer d'une monoculture quasi monoculture, il va falloir qu'on aille au-delà. Et dans le cadre du plan alimentaire territorial, en collaboration avec la Chambre de très grande collaboration, on conventionne avec la Chambre d'agriculture, avec le département pour l'eau, le plan Varro 2050, c'est un tout. Et il faut qu'on soit capable de produire autrement, de produire différemment et produire autre chose. Un petit exemple simple, là on a eu de la protéine animale, on ne fait pas de protéines végétales pratiquement dans le Cœur du Var. Et on a les moyens, on a des terrains qui sont susceptibles. On est en train de lancer une étude pour la production notamment de pois chiches, qui est quand même quelque chose endémique, qui était abandonné petit à petit, et qu'on revienne là-dessus. Et donc aussi, il faudra du foncier. Et on met une enveloppe, le Cœur du Var met une enveloppe de 200 000 € pour l'achat de foncier, en collaboration avec la SAFER et la Chambre d'agriculture, qui permettra de lancer des exploitations. Et de permettre aussi à des exploitants en place, des viticulteurs, de pouvoir, dans les périodes d'assolement, c'est-à-dire entre deux plantations, de faire d'autres productions. Mais tout ça se fait dans un mouvement économique global. Très systémique, parce que tout est lié en fait. C'est un projet de territoire. Je mets l'agriculture au même niveau que l'implantation d'un lycée, que de routes. C'est un projet. Et justement, la question de l'urbanisme, du foncier, oui. Il y a des outils, je pense notamment aux zones agricoles protégées. La communauté de communes vient en appui des maires sur ces initiatives-là, sur ces cœurs d'exploitation, peut-être pas sur tout, mais sur des cœurs d'exploitation. Nous avons la chance à Cœur du Var de ne pas avoir de PLUI. La chance, et tant que je serai là, il n'y en aura pas. Voilà. Donc ce sont les communes elles-mêmes qui règlent la problématique de leur zone. Exactement. Mais qui, à part le maire, est au plus près du terrain pour savoir? Et avec les chambres d'agriculture, nous avons lancé commune par commune des zones protégées. On continue. Mais au-delà de la zone protégée, moi je dis qu'il faut aller au-delà de ça. Il faut reconquérir des terrains. On est sur des territoires qui ont perdu des quantités de surface impressionnantes. Je crois que c'est 11 000 hectares, Président, en 20 ans, 30 ans.
mais pas forcément par de l'urbanisation, c'est-à-dire par de l'abandon de la friche et c'est d'être regagné par la forêt. Par la Et dans forêt. le plan de reconquête agricole, il faut qu'on soit capable d'aller rechercher aussi, pour faire dans des autres endroits où on arrivera à avoir de l'eau, notamment grâce au canal de Provence, grâce au plan VAR eau 2050 et à l'investissement de tous. On pourra faire autre chose mais ça, c'est important, la reconquête agricole. Je sais que c'est bizarre que tu n'en aies pas parlé, d'ailleurs. Ah, tu l'as dit, Mais autant il pour vous moi. laissait, Je t'écoutais pas. Ouais, ouais. Non, on est... c'est la primauté. Oui, on- la reconquête face à la forêt, c'est un vrai sujet. On est quand même le deuxième département le plus forestier de France. Tout à fait. Mais de forestiers, oui, on va dire ça, qui a Oui. été regagné sur beaucoup Voilà. d'endroits où il y avait. De toute façon, chaque fois que vous voyez une restanque quelque part, ça veut dire que ça a été travaillé. Toute restanque dans la forêt que vous voyez, ça a été travaillé. On ne va pas dire qu'on va raser les forêts pour replanter, hein, on n'est pas des Brésiliens. Mais je veux dire par là, non, mais on peut faire quand même quelque part à la marge des choses qui permettent notamment de trouver du foncier, parce que le foncier, c'est le début de tout. C'est le début de tout pour l'installation des jeunes. Alors nous, on va dire, je ne prends pas la casquette du tout paysan, hein, les maires, les élus locaux, on doit être des facilitateurs de l'installation. On ne va pas se substituer aux chambres consulaires, on ne va pas se substituer à la formation, mais par contre, on doit être des facilitateurs. Dans le cadre notamment, rien que de l'aide à l'ingénierie. C'est-à-dire, c'est tellement complexe, tellement complexe. Moi, je reçois, c'est dans le cadre de ma mairie, dans le cadre de notre réunion d'urbanisme avec un avocat conseil. Moi, je fais un peu la casquette agricole en même temps. Voilà. On reçoit, et quand on a des projets d'installation, on les pousse, on les guide, et ensuite, bien sûr, ils reprennent la main derrière. Et nous, quand ils cherchent à acheter du foncier, on les aide aussi. On peut le faire, ça. Mais tout ça, c'est un ensemble, c'est-à-dire que ce n'est qu'une aide. Nous devons être les facilitateurs. En termes de formation, est-ce que dans tout ce travail très transversal que porte la communauté de communes, est-ce que la question de la formation à développer avec des établissements dédiés ou avec la chambre ou avec certaines filières sont des choses ou Oui. des choses à développer ou qui sont déjà développées? Parce C'est en cours. je sais que vous avez eu cette casquette de Oui, oui, tout à formateur. fait. Dites-nous. C'est en cours par le biais, tout simplement aussi, c'est une des variantes de notre plan alimentaire territorial. Il va falloir qu'on aide aussi à l'installation. Par le biais, je vous disais, de cette enveloppe de foncier, on a aussi la possibilité de faire des aides logistiques, hein. C'est-à-dire que pour faire une formation, il faut une salle. Voilà. Il faut des tracteurs. Quand j'étais femme, on cherchait des salles. Tout simplement, rien que la mise à disposition d'une salle de temps en temps à des organismes de formation agréés, bien sûr, hein, voilà. Ça suffit des fois pour permettre de faire quelque chose. Et aussi dans la promotion, on participe bien sûr. Je vous ai dit que c'était l'économie avec j'allais dire Pôle Emploi, avec France Travail, avec les missions locales, avec Avicap Emploi. Tous ces organismes quand nous organisons des séances, on va faire une séance job dating bientôt. Les chambres consulaires sont toutes invitées, la chambre d'agriculture est là, et nous avons bien sûr des propriétaires de domaines, des coopérateurs, des horticulteurs qui viennent pour faire leur recrutement. N'oublions pas, on essaye de développer l'agriculture, mais nous avons un manque criant de bras, pas que pour l'installation, c'est-à-dire que même en tant que personnel, c'est rien de le dire. Hein. C'est rien de le dire. Dernière question. Déjà on aura aussi l'occasion d'interagir. Hein. Max attend. Justement, on parlait de diversification. Oui. L'agritourisme, avec Oui. les domaines viticoles qui sont dominants, Oui. la route des vins. Oui. Voilà, quelques éléments par rapport à ça. Quelques justement. éléments, Sylvain en a parlé. On a quand même on a un problème de schizophrénie en France, généralement. On veut développer des choses, mais en même temps, on nous l'interdit. C'est-à-dire que c'est toujours le problème des 406 000 ou 407 000, je ne sais plus où on en est, textes de loi et règlements en France. À la fin, de toute façon, il y a toujours un frein quelque part. Et si on veut développer l'agritourisme, je vous le dis, il faut laisser, territoire par territoire, les gens décider eux-mêmes de ce qu'ils veulent faire. On n'est pas des dangereux bétonneurs, on ne veut pas faire des choses. Non, il faut qu'on laisse la possibilité aux exploitants agricoles, pour améliorer leurs revenus, de pouvoir faire de l'agritourisme chez eux. Et comme il a dit tout à l'heure, dans le cadre, on va dire, comment on appelle ça, des saisonniers, pour loger les saisonniers, pour loger ses employés, ça aussi, on ne peut pas le faire parce que de toute façon, on est bloqué à un moment donné, de toute façon, par la loi. Donc d'un autre côté, qu'est-ce qu'il faut faire quand les lois sont pourries? Il faut les virer, il faut les changer.
Non, mais au Je bout disais d'un moment, expérimentation. mais il faut le laisser au plus près. Au plus près, c'est-à-dire qu'un exploitant dans son domaine ne va pas le lendemain virer les cuves de sa cave pour mettre des box avec des touristes à l'intérieur. Non, 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 il faut que ça reste. Mais non, bah, bien sûr, c'est pas ce que veut faire le Var de toute façon. On est sur notamment dans nos petites zones rurales de l'intérieur, on est sur un tourisme, un slow tourisme. On est vraiment sur de la découverte patrimoniale, de terroir, et viticole bien sûr, de dégustation. Voilà, laissez, on va dire, laissez-nous gérer. Retirez-nous ces carcans administratifs insupportables que moi je l'ai deux casquettes, hein, je l'ai sur la partie agricole et je l'ai sur la partie élue. Donc au bout d'un moment, stop, à un moment donné, mais ça ne peut plus continuer, ça. C'est impossible. Merci. Déjà On Là, y juste un max. reviendra. Merci. Vous parliez de main-d'œuvre. Et Oui. du coup, je vais demander à Sébastien Perrin, qui représente la FNSEA et qui est maraîcher, arboriculteur pardon, sur Roquebrune-sur-Argent. Peut-être de parler justement de cette main-d'œuvre. Comment aujourd'hui on arrive à s'organiser? Comment vous arrivez à vous organiser face à la saisonnalité, face aux besoins ponctuels en fonction du coup des récoltes? Voilà, on a développé un peu l'expérimentation, on teste avec des boîtes d'intérim. Comment vous arrivez à sortir de ce carcan administratif dont disait Yannick Simon pour être efficace et arriver à collecter l'ensemble des productions sur les exploitations? Bien, bonjour à tous, merci pour m'avoir invité à cette table ronde. Tout d'abord, je ne vais pas vous cacher, la main-d'œuvre en agriculture, c'est extrêmement compliqué. Sylvain l'a un petit peu abordé, Yannick aussi. À aujourd'hui, le fait de diversifier nos exploitations demande un besoin de main-d'œuvre, parce que certaines productions dans le Var se mécanisent assez facilement, mais il y a certaines pratiques sur certaines cultures, voire même des récoltes assez précises ou assez, on va dire, de manutention très, très délicate, qui sont obligatoirement manuelles. Et à partir de là, il nous faut avant tout un personnel qui est formé. Et au plus on a de culture, au plus c'est difficile parce que chaque acte n'est pas le même suivant la culture. Donc lorsqu'on est en récolte, en conditionnement sur des produits maraîchers, horticoles, arboricoles, au plus on multiplie les espèces que l'on travaille, au plus ça demande une formation très active de nos salariés. Ces salariés-là, une fois qu'on les a formés, il faut qu'on arrive à les garder. Parce que le temps de formation de notre salarial, lorsqu'on a beaucoup d'espèces à travailler, il est extrêmement long. Ça prend plusieurs années. Et derrière, ce n'est pas forcément le salaire agricole qui fait rêver. Donc, il nous faut des facilités sur les logements saisonniers ou même, comme le disait Sylvain, le logement permanent. C'est très compliqué de se loger dans le Var lorsqu'on a un salaire issu de l'agriculture. Et la concurrence sur nos produits ne nous permet pas non plus de payer nos salariés comme on le voudrait parfois, parce qu'on a des réalités économiques sur l'exploitation. Donc, il faut à tout prix qu'on arrive à avoir des avantages pour nos salariés qui nous permettent de les fidéliser. La question de la formation, donc, du coup, quel est le rôle exactement du syndicat, par exemple la FNSEA, sur ces formations et sur ces métiers, ces compétences particulières, très techniques? Est-ce que vous avez ciblé des métiers en tension sur lesquels vous avez développé des formations particulières? Alors tout d'abord, le rôle d'un syndicat, avant tout, c'est la défense de l'agriculteur. Ça, c'est sa première des bases. Par contre, on a un avantage dans le syndicalisme, et là, M. Bauer va me rejoindre, c'est qu'on peut être très réactif. On a moins de carcan administratif que la Chambre d'agriculture, ou que n'importe quel autre établissement de formation, parce qu'on n'a pas une gestion publique. Donc, on peut être très réactif lorsqu'il y a un manque dans notre profession. C'est ce qui s'est passé. On a eu des grosses demandes d'ouvriers polyvalents, par exemple en viticulture. Forcément, former du salarié sur des questions comme celle-là nécessite certaines manutentions et, comme le disait Yannick, une exploitation. Aujourd'hui, on avait créé par exemple une formation polyvalente de tractoristes et ouvriers polyvalents viticoles. Il nous fallait une exploitation, du matériel, et ça, aucun organisme de formation peut être aussi complet qu'une exploitation d'un exploitant. Donc notre réseau syndical nous a servi à trouver des exploitants chez lesquels on pouvait emmener nos salariés à former, et ils repartaient avec un bagage de terrain pur. De la formation action, directement Voilà, sur l'exploitation, on apprend le métier.
Voilà, on l'a créé également sur l'aspect maraîchage. Pendant 2 ans de fil, on avait monté avec la Chambre d'agriculture et la DSEA une formation ouvrier polyvalent maraîcher et une formation également de secrétaire vitivinicole administratif. Parce que là aussi, de plus en plus, le carcan administratif fait que l'exploitant n'a plus le temps de gérer tout ça. Et malheureusement, il faut une exploitation d'une certaine dimension lorsqu'on veut commencer à recruter une secrétaire. Donc là aussi, il faut dimensionner l'exploitation pour pouvoir accueillir de la gestion administrative. Et ces formations sont attractives? Est-ce que vous avez réussi à avoir suffisamment de stagiaires? Est-ce qu'ils ont été intéressés par ces métiers? Alors les formations, bon, on ne peut pas non plus en prendre beaucoup. On fait des formations de 12 personnes. Elles ont été complètes chaque année. Et on a un retour après ce qu'on appelle nous le job dating, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a fini sa formation, les exploitants viennent rencontrer ces personnes formées. On a un retour, par exemple, sur la formation viticole, hein, qui est la plus prisée, de 92% d'embauche suite à la formation. Donc c'est quelque chose qui est très attendu par nos exploitants varois. Très positif. Alors vous le savez, moi je représente le département du Var et humblement le président Jean-Louis Masson. Le département a la compétence prioritaire qui est l'insertion. Et on a on va dire une question. On a d'un côté des bénéficiaires du RSA que l'on accompagne vers le retour à l'emploi et de l'autre côté une demande très forte en main-d'œuvre. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas le circuit court, alors ça c'est sûr, ni le circuit plus long pour mettre en adéquation cette compétence et ses moyens, parce qu'on a on a développé, le président a soutenu une initiative qui s'appelle VAR Insertion Travail, une initiative très importante pour arriver à remettre des actifs dans l'emploi. Et comment vous imaginez que l'on pourrait arriver à recréer du lien entre tous ces actifs qui ne connaissent rien au milieu agricole par rapport aux métiers en tension dont vous avez parlé, notamment sur le secteur viticole, mais aussi peut-être sur le maraîchage? Quelles seraient les premières initiatives et avec quels acteurs on pourrait essayer de recréer du lien entre ces deux grandes politiques, en tout cas une grande politique et des besoins actuels sur le territoire, sur les territoires? Avant tout, on a des financeurs, hein, pour former du salarial ou de l'exploitant, hein, parce que bon, quelqu'un qui sort du RSA peut aussi également vouloir s'installer. Et bien entendu, on a des centres de formation. Vous disiez, vous êtes 2 produits et je pense que c'est un étage qu'il ne faut pas squeezer et qu'il va falloir dynamiser dans le département pour réussir à aller capter ces gens qui aujourd'hui sont peut-être un petit peu perdus dans le monde du travail et autres, et créer des vocations. Et après, bien entendu, la communication, la promotion. Aujourd'hui, si on démarre du début, le premier acte d'achat d'un produit agricole, c'est l'envie de cuisiner, par exemple. Si on repartait du début, qu'on redonnait un petit peu envie de cuisiner à nos familles, de par les enfants ou par notre biais, mais une fois qu'on commence à rentrer là, on va avoir l'envie d'acheter le bon produit qui va avec, et on recommence une certaine chaîne et on redimensionne en fait un circuit qui va amener doucement à des vocations, parce que lorsqu'on aime bien le produit, peut-être qu'un jour on va vouloir le produire. Moi, je sais que je suis ultra diversifié. Sur mon exploitation, j'ai essayé un tas de produits. Les seuls que j'ai bien produits, c'est ceux que je mange volontiers. Voilà. Donc, il y a certaines espèces, j'ai plus de mal que d'autres. Pas que. Mais voilà, il faut le savoir. Et je pense qu'on a une vision globale à avoir et se servir des acteurs privilégiés que l'on a sur ces questions de formation pour nous épauler. Oui, vous voulez interagir? Par rapport au département et au RSA, je crois que c'est une piste qu'on doit creuser, de travailler ensemble par rapport à ça. Alors, il faudra bien faire attention à tout ça parce que quand on est au RSA, c'est pas comme quand on est à Pôle emploi, au chômage. Ça veut dire que ça fait longtemps qu'on n'est pas sur le monde du travail. Donc, du coup, la reprise du travail n'est pas la même que quand on n'est que 6 mois au chômage. Donc, du coup, il faut peut-être passer au départ par des stages en exploitation, des stages filière par filière, territoire par territoire, de voir ces gens-là si vraiment le métier pourrait leur plaire. Et après, passer peut-être par de la formation. Ça, on peut le faire avec la Chambre, les syndicats agricoles et le département, parce que je crois qu'on a tous besoin de travailler ensemble pour ça, pour avancer. Il faut du sur-mesure, là. Oui.
pour avoir été formateur et avoir eu sur mon exploitation et avoir relancé d'ailleurs à l'époque cette formation tractoriste polyvalente, oui, tout à fait. Et on n'a quand même pas le temps de faire de la resociabilisation. C'est-à-dire que quand on prend, il faut quand même qu'il y ait déjà un certain niveau d'appétence pour le travail et pour avoir déjà être employable. Parce que sinon, derrière, nous avions déjà, comme maintenant, les employeurs. C'est-à-dire qu'à la fin de ces 4 mois, ou je ne sais plus combien c'est maintenant, 5 mois, 4 mois, nous savons que nous avions l'employeur derrière. Donc, on n'avait pas le temps nécessaire pour resociabiliser. C'est-à-dire que, et ça peut être une autre démarche. C'est-à-dire que de faire ça d'abord et ensuite de rentrer dans le circuit de l'emploi agricole. Mais c'est toujours très compliqué parfois. Hein, ça fait partie d'une des grandes étapes de VAR insertion travail. Exactement, on en avait parlé. Phase de remise à l'emploi. Tout à fait. Très bien. Merci. Et je vais donner la parole à Monsieur Bauer, Max Bauer, qui est horticulteur, président de la coordination rurale PACA et VAR. Première question, l'horticulture. On est quand même un peu fiers dans le Var de cette horticulture. Quelques chiffres, le marché aux fleurs. Alors, déjà merci. Et puis merci, Monsieur le Président du département, Monsieur Jean-Louis Masson, qui m'a souhaité que je sois parmi vous sur cette table ronde. Donc, merci beaucoup. Je suis un modeste ambassadeur du marché de la SICA, car bon, c'est vrai que depuis 2013, lorsqu'il y a eu les assises de l'horticulture, on avait déjà les difficultés et les choses avaient été pointées, tout avait été déjà acté pour déjà en partie ne pas aller sur une monoculture, j'en reparlerai un peu plus tard, la pivoine. Donc on voit qu'on a du travail sur la diversification qui va être entrepris et qu'il faut surtout développer. Le marché de la SICA, aujourd'hui, c'est 350 producteurs. C'est sur un modèle de statut coopératif. 80 à 90% du chiffre d'affaires est fait à moins de 25 km autour du bassin irois, bien qu'aujourd'hui, sur le Var, on a des productions qui se développent, d'autres exploitants qui essayent de faire de la fleur, donc ça va dans le bon sens. Et pour revenir un petit peu sur la pivoine, on va dire fin avril jusqu'à mi-juin, c'est 200 hectares aujourd'hui, plus de 12 millions de tiges. Et je mettrai un point de sensibilisation. Il ne faudrait pas que demain, dans la viticulture, certaines diversifications, ce qu'on est en train de voir, arracher 2 hectares et éventuellement planter 2 hectares de pivoine, ce qui serait une diversification pour les viticulteurs, qui irait dans le bon sens, viendrait peut-être, j'allais dire, déstructurer et tirer vers le bas le métier de l'horticulture. Voilà ce que j'avais envie de dire. La question du foncier, parce que vous parlez du bassin hiérois, elle est essentielle. C'est grâce à ce collectif d'agriculteurs que vous avez réussi à maintenir de la production agricole sur ce bassin métropolitain. Ou au-delà de ça, parce qu'on a réussi à trouver des débouchés, parce qu'on s'est organisé avec un marché compétent et de la vente à l'international. Est-ce qu'en gros, c'est parce qu'on a protégé les terres ou parce que la filière s'est organisée pour être rentable? Alors, quand on intervient en dernier, après tous les intervenants précédents, c'est un sujet très sensible, surtout sur le bassin hiérois, la préservation à la fois du foncier, libérer le foncier, parce que je vois que le président de la Chambre actuellement en sourit et en rit, ça fait la une des journaux, il y a certaines positions, il y a certains maires qui ne voient pas d'un bon œil, et tout est dit dans la campagne, même si parfois c'est Pierre et Robin, mais les nouvelles vont très très vite. Alors donc voilà, des fois c'est très compliqué. Pour revenir aussi, un grand nombre de serres aujourd'hui sont abandonnées. C'est un travail qui avait été fait par la mandature précédente, déjà de faire un inventaire. Il faudra trouver aussi les outils et les moyens de les démonter. Et là, c'est une réflexion qui sera sûrement portée par le département, au-delà la région, et aller chercher seulement des financements vers le FEADER. Mais ça, c'est un travail que la Chambre d'agriculture fera demain et très rapidement, parce qu'il y a une attente, parce qu'à la fois, il y a une pollution visuelle. C'est vrai que dans un beau paysage de viticulture, c'est assez sympa pour nous touristes. Quand on arrive aujourd'hui sur le bassin hiérois, pas loin de l'aéroport, tous ces abandons de serres, et c'est même, j'allais dire, il y a 2 facteurs aussi dangereux. Le risque au niveau de certains qui pourraient s'aventurer au niveau des vers. Et aujourd'hui, c'est des refuges de sangliers. Donc, c'est très pénalisant pour développer les agricultures de proximité, voire le maraîchage.
On parle donc beaucoup de questions d'environnement. On a dit que les jeunes d'aujourd'hui ont cette sensibilité sur le bien produire. Il y a d'autres valeurs dans le métier agricole, dans la question de la ruralité. Vous représentez le syndicat de la coordination rurale, la connaissance du territoire, toutes les dimensions de l'agriculteur impliqué dans la vie locale. On a l'exemple avec Yannick Simon. Comment vous voyez les choses pour demain? Est-ce que ces valeurs-là peuvent avoir autant, voire même plus d'importance que celle de l'environnement aujourd'hui? Parce que c'est un peu le sujet central aussi dans la formation. Est-ce que c'est pareil? Comment vous voyez l'avenir pour attirer de nouveau des jeunes sur Alors, il ne ces faut pas métiers-là? opposer l'environnement, j'allais dire, et nos jeunes, tout ça. Il y a une action qui est menée aujourd'hui par rapport à Florisud, donc le marché de la SICA, il y a le SCRAD, il y a moi-même, il y a la Fédé, tout ça, et dont AgriCampus, qui n'a pas été relevé, mais une excellente initiative avec un directeur qui a l'air dynamique et qui va s'impliquer fortement sur les stages. Alors déjà, Après vous, on vous montrera une vidéo voilà, de promotion qui donne envie. Sur les stages. Alors déjà, le stage 3e, 4e, ça permet de sensibiliser. Le travail qui est fait aujourd'hui avec donc ces organismes et surtout AgriCampus, ça va être de porter clé en main sur la filière, exemple horticole, l'amont, l'aval. Alors, lorsqu'on a participé un après-midi d'échange, tout ça, le directeur soulevait un problème, c'est qu'à un moment donné, il faudrait faire de la sélection. Et c'est vrai que sélection devra se faire parce que tout simplement, c'est une des premières filières qui va proposer des stages de formation clé en main, c'est-à-dire que sur une période courte, les jeunes seront sensibilisés. Mais il faut aller au-delà de cela. Alors, tout a été dit, mais je pense qu'il va falloir faire preuve, dans la loi d'orientation agricole, il y a déjà des prémices, il y a des orientations, soit pour les lycées agricoles, AgriCampus, mais plus largement, je pense que si on reste sur l'ancien système, on pourra pas aller plus loin. On a un grand nombre de jeunes aujourd'hui qui sont déconnectés de la réalité, puisque vivant souvent dans la ville, quatre coins de nos villes, plus ou moins belles. Nous, les nôtres sont belles, dans le Var, bien évidemment. Mais au-delà de cela, on a des jeunes, à part d'être sensibilisés par leur smartphone sur de l'information, effectivement, qu'ils opposent l'environnement, tout ça. J'ai une proposition, mais qui a été, c'est pas moi spécialement, je l'ai vue il y a quelques années, en 2020. Il existe le service universel. Celui-ci, il y a les services universels plus largement pour faire un service militaire. Il faudrait faire un service civique agricole. On a plus de 50 000 jeunes. Ça, c'est séduisant. Ouais, non, mais c'est au-delà du séduisant. Je veux dire qu'il faut une réelle volonté politique. On y est là. On y est. Parce que les jeunes n'ont pas aimé l'école. Donc, n'ont pas aimé l'école pour des raisons diverses et variées. On ne va pas rentrer dans le détail. Aujourd'hui, à travers ces stages, mais ils sont déjà à l'école. Si demain, on met en place ce service universel agricole, je vais dire, sur une période de... Ça rejoint ce qu'a dit M. Sébastien Perrin, ces formations qu'on a entendues jusqu'à présent. Si on les met dans des conditions réelles dans nos exploitations, qui ne soient pas une contrainte à l'agriculteur. Donc, il faudra en même temps avoir des encadrants formés. En même temps, ces jeunes, puisque c'est un service civique, qu'ils soient rémunérés. Et ça répond peut-être aussi au problème du RSA, donc au département qui flécherait, j'allais dire, de l'argent à des jeunes qu'on mettrait en immersion dans nos exploitations diverses et variées. Je suis convaincu qu'un grand nombre de pourcentages de jeunes seraient demain, dans un premier temps salariés, et dans un deuxième temps, seraient nos futurs repreneurs d'entreprise. Et il faut, là aujourd'hui, et je fais appel, alors je retournerai vers M. Jean-Louis Masson, puisque quand il était député, il a porté des propositions de loi, mais d'autres, il faut réellement que ça fasse consensus, et déjà les sénateurs se sont penchés dessus. Est-ce qu'ils n'ont pas une volonté d'aller beaucoup plus loin? Mais je suis convaincu que c'est vers ça qu'il faut aller, et les jeunes vont être... partie prenante, et à la fois vont sortir du cadre familial des villes et iront dans la ruralité avec tout ce que ça représente, nos territoires et nos racines et nos valeurs. C'est une très, très bonne idée. Merci, je pense qu'il y aura beaucoup de relais. Voilà. Tout à l'heure, Adrien Bluat disait, je lui ai demandé
un petit mot, un seul, pour expliquer ce qu'était son métier. Je vais vous demander d'avoir le même exercice, de faire le même exercice. Aujourd'hui, Sylvain, si vous deviez dire aujourd'hui, voilà, quel message vous voudriez adresser aux jeunes qui veulent s'installer? Passion. Passion? Ouais. Yannick, Simon? Il m'a pris le mien. Ce Vos sont passions? envie. Monsieur Mais, Bauer. alors, à son tour, il m'a pris le mien. Et donc, c'était la vie, mais bon, il faut que je fasse preuve persévérance. Et moi, ça serait humilité. Parce que quand on travaille avec Dame Nature, il faut être très très humble face aux aléas climatiques. Si je peux me permettre, Bien sûr. parce qu'on a entendu parler d'environnement, et on en parle. On a quand même, dans ce pays, ce qu'on appelle l'écologie politique punitive. De l'écologie politique punitive. Ben nous, les exploitants agricoles, on fait de la vraie écologie constructive. Nous sommes les premiers écologistes. C'est nous, ce sont les paysans. C'est ceux qui travaillent dehors, qui connaissent leur terrain, qui connaissent leur terroir. Voilà. Aucune profession ne s'est jamais autant modifiée, améliorée en si peu de temps, et ça ne va jamais assez. On nous remet une règle supplémentaire débile qui ne sert à rien. Non, laissez-nous faire. On sait faire. On veut protéger. On protège notre terroir, notre territoire. Alors, je vais citer quelqu'un, je ne dirais pas qu'il l'a dit ce terme, parce qu'il n'est pas à la mode, et heureusement d'ailleurs, la terre ne ment pas. Je ne vous dirai pas qu'il l'a dit, pas quelqu'un forcément fréquentable, mais la terre ne ment pas. Et Monsieur Bourgeois? Eh bien, ils ont bien balayé l'ensemble des messages qu'il faut donner aux jeunes. Moi, je parlais de reconnexion pour certains, au territoire, au terroir. On en parlait. Je crois que l'outil qui est vraiment essentiel aujourd'hui, c'est les projets alimentaires territoriaux, qui est vraiment un outil de communication extrêmement important auprès des jeunes, auprès des métiers agricoles. On peut les sensibiliser à l'éducation à l'alimentation. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'agriculture, c'est d'abord l'alimentation. Hein. Voilà, on est au ministère, moi je travaille au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, et ce mot n'a pas été positionné pour rien, il n'a pas été renommé pour rien. On doit reprendre la main sur notre production, sur notre alimentation, et sensibiliser les jeunes dans les écoles, dans les collèges, et nous dans les lycées, à l'alimentation. Les lycées, on arrive un peu tard, l'éducation à l'alimentation, à 15 ans, elle est trop tardive pour nous, mais dès l'école primaire, avec les mairies, dès le collège, dans le conseil départemental. Et ensuite, alors dans les familles, on ne peut pas agir, nous, malheureusement, dans l'éducation. Exactement, effectivement, et travailler sur ces métiers agricoles, de la sensibilisation. Et je vais rejoindre aussi un mot sur la production de protéines végétales. Il faut savoir que nous nous engageons, nous, AgriCampus, à multiplier les recettes autour de l'alimentation, notamment la transformation de pois chiches dans la restauration collective. On va le tester aux jeunes, parce qu'il faut faire les tester. On a aussi des cuisiniers qui sont assez performants sur cet outil-là. Donc, on va travailler pour permettre aux futurs producteurs de pois chiches d'avoir au moins un écoulement possible et créer un besoin pour apporter les moyens de production. Voilà. Donc, on va essayer de contribuer modestement à ce sujet-là. Alors, passion, liberté, humilité, envie, reconnexion. Et on va du coup diffuser la vidéo sur le campus de hier pour clôturer cette table ronde, et je vous en remercie. On arrive donc au terme de cette table ronde. Je remercie tout le monde de leur présence, et certainement qu'il y aura une suite à ces questions-là parce que le débat est très vaste. Merci à tous. Je ne suis pas née d'aujourd'hui, mais bien d'hier. Je suis nichée entre terre et mer, dans un parc de 15 hectares plein d'arbres, entre Toulon et Saint-Tropez. Je suis au cœur du bassin horticole, je suis un endroit clé pour pousser. Je suis là, bien sûr. Vous me voyez ? C'est moi. Vous avez vu comme je suis bien ici ? J'ai la chance d'avoir de la place, beaucoup de place. Alors j'en profite pour accueillir tous ceux qui veulent changer le monde, en participant au vivant. Tiens, j'ai une autre question. Quand on vous dit vivant, vous répondez quoi, vous ? La biodiversité, l'oxygène, les animaux. Pense aux végétaux, à tout ce qui compose la planète. La biologie. Les animaux, les insectes.
Nous, ici, on parle de maraîchage, environnement, pépinière, floriculture, arboriculture, protection de la nature, horticulture et viticulture. Et on fait plein de choses concrètes sur cette imposante exploitation qui nous sert de bureau. Il y a même des vignes bio. Oui, la vigne, le vin, mais aussi l'écologie, la biologie, l'agronomie, les sciences, l'aménagement paysager, les services aux personnes, le commerce sont au cœur des formations ici, allant de la seconde au BTS, en formation scolaire, en apprentissage ou en formation pour adultes. On enseigne par objectif, par projet, avec le souci de relier toujours la théorie à la pratique. On dit même parfois que je suis un peu à cheval sur le sujet. Mais pour hisser les voiles, je dis toujours qu'il vaut mieux Keep calm and carry on. C'est ce qui m'a permis de vivre de belles aventures. Au Bénin, au Canada, à Madrid ou bien même à Londres. Oui, parce que la coopération internationale a aussi sa place chez moi. Car si ici, on se connaît tous, ailleurs, on a tout à découvrir. Notre section Euro le porte dans ses gènes. Le sens de l'engagement, je le cultive durablement, artistiquement, grâce à tous les talents qui germent sur mes terres, fleurissant en cours d'art plastique, de théâtre ou de musique. Au fait, je vous ai dit qui j'étais ? Je suis le lycée Hier Agricampus, là où tout s'acquiert. Bienvenue à l'Agricampus Var.